Oui, on va démarrer, ça fera venir les retardataires, j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, je suis Christian Sommade, je suis le délégué général du Haut Comité français pour la résilience nationale. Alors nous sommes une association loi 1901, on existe depuis 40 ans et on travaille sur ces questions, comme notre nom l'indique, de résilience, aussi bien au niveau national que territorial. Et je vais donc essayer, dans l'introduction de cette conférence, de vous parler un petit peu justement de ce mot de résilience. Hop, merci. Car la résilience est un mot que vous entendez beaucoup depuis quelques années, mais dont les sens ne sont pas toujours clairs pour tout le monde, ou tout le monde n'a pas la même interprétation du mot. En fait, il faut savoir que ce mot, il est assez normé finalement aujourd'hui, et ça démarre déjà au plus haut niveau du spectre, si j'ose dire, par la résilience nationale, qui a été définie dans le livre blanc de 2008 et 2013, dont je vous laisse lire sur l'écran la définition. C'est la volonté et la capacité d'un pays, de la société, des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou tout au moins dans un monde socialement acceptable. Et elle concerne non seulement les pouvoirs publics, mais l'ensemble de la société civile. Enfin, je raccourcis, mais c'est ça l'idée. Alors, cette notion de résilience nationale, elle était définie entre 2013 et 2022 comme, si vous voulez, un objectif, mais elle n'était pas très définie. Le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, qui est un organisme situé auprès du Premier ministre, a, en avril 2022, établi une stratégie nationale de résilience. Bon, on va se parler franchement, moi je ne suis pas un représentant de l'État, donc je peux dire ce que je pense librement. Cette stratégie nationale de résilience, elle a été faite un petit peu après Covid, où on a remarqué dans notre pays, comme dans d'autres d'ailleurs, et dans beaucoup d'autres, je dirais, des failles dans la gestion de crise du Covid. Donc c'est un petit peu une espèce de wishing list de post-Covid pour essayer de mieux préparer l'État à des crises graves, profondes et longues, ce qui n'existait pas vraiment avant. On était plutôt dans la gestion de crises ponctuelles, d'intensité moyenne et de durée faible, on va dire. Ça, l'État savait faire et a toujours su faire. Plus ou moins, mais enfin, pas de problème. Par contre, sur le temps long, c'était plus compliqué. Donc, cette stratégie nationale de résilience, elle est arrivée, et elle est arrivée, si vous voulez, après une demande de la Commission européenne, qui était celle, pour tous les pays européens, les 27, de créer des stratégies nationales de résilience dans tous les pays. Et la résilience, aujourd'hui, on peut dire que c'est une résilience à tous les étages. Parce que vous avez une résilience des infrastructures critiques qui est poussée par l'Europe, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, qui est une démarche à la fois de l'Union européenne et de la France. Et nous sommes en train, en ce moment même, au Parlement français, de faire une transposition des directives qu'on appelle résilience des entités critiques, Nice 2 pour le cyber et DORA pour la résilience financière, dans les textes français. Donc c'est une démarche à la fois européenne qui est poussée, et puis française, puisqu'elle existait déjà depuis 2006 avec les secteurs d'activité d'importance vitale, c'est-à-dire nos gros opérateurs critiques qui avaient déjà une réglementation. Mais ils avaient une réglementation qui était très axée sur la sûreté, un peu sur la continuité d'activité, mais relativement sans obligation particulière pour la gestion de crise. Aujourd'hui, ça sera, dans le futur proche, puisque la loi n'est pas encore passée, aussi une démarche complète de résilience, c'est-à-dire qui prend en compte de l'analyse de risque, la gestion de crise, la continuité d'activité, le post-crise, la globalité du cycle de ce qu'on appelle la résilience organisationnelle. Après, vous avez la résilience de l'État, je viens de parler de la SNR, vous avez toute la planification de défense et de sécurité nationale, Orsec, etc. Et puis vous avez, et c'est là ce qu'on va discuter aujourd'hui, la résilience territoriale. Alors, lorsqu'on parle de résilience territoriale, notamment, on parle souvent d'une part de résilience organisationnelle. Alors, c'est quoi la résilience organisationnelle? C'est la capacité à absorber un choc pour une organisation. C'est-à-dire qu'elle est préparée à une gestion de crise, pour dire le mot, donc avec une préparation, une planification, un entraînement des exercices. Et typiquement, les plans communaux de sauvegarde ou les plans intercommunaux de sauvegarde sont de la résilience organisationnelle. Voilà. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la résilience structurelle. Ça, c'est plutôt la prévention des risques et l'adaptation à l'évolution des risques. Mais pas seulement d'ailleurs des risques, mais de la société tout entière. L'adaptation sociale, sociétale, technologique, etc. Mais la résilience territoriale n'est pas seule. Elle s'appuie aussi sur la résilience des familles et des individus. Ce sont ce qu'on appelle les plans familiaux de mise en sûreté ou la capacité de résister seul, chez soi,
72 heures s'il n'y a plus d'énergie, s'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est ce que demande, et vous avez bien vu à Valence récemment, le besoin de 72 heures, ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous allez en Finlande ou en Suède, c'est 14 jours. 72 heures, c'est la limite minimum que demande l'ONU à tous les pays du monde. Donc c'est vraiment le threshold minima. Donc, voyez, donc 72 heures. Donc on s'appuie, ce que j'appelais la résilience à tous les étages, sur tout ça. Alors, les formes de résilience, je vous en ai parlé, résilience organisationnelle, résilience structurelle. Là, vous avez vraiment le détail, donc vous pourrez revoir après dans les planches. Et donc, nous travaillons, pour développer ce travail de résilience organisationnelle, de résilience structurelle. Alors, plus sur la résilience organisationnelle côté haut comité, mais on s'intéresse aussi à la résilience structurelle, notamment à travers les labels que nous décernons aux villes et dont on parlera dans un instant. Alors, finalement, tout ce que l'on fait au comité, que ce soit les événements, les formations, les labels, c'est pour aider à cette notion de résilience territoriale sur laquelle je vais finir, parce que j'ai moins de 10 minutes, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais c'est important. En fait, la résilience territoriale, c'est la résilience globale, organisationnelle et structurelle à l'échelle d'un territoire. Alors, ce territoire, c'est tout type de territoire, région, département, interco, commune, arrondissement, voire quartier. Et on va prendre en compte les éléments qui sont intelligents, je dirais, et relevant, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pertinents, au niveau, évidemment, de l'entité auquel on s'adresse. Mais globalement, c'est quoi? C'est anticiper les perturbations brutales ou lentes, la veille, l'alerte, la prospective, c'est atténuer les effets par la préparation des exercices, la gestion des situations d'urgence, c'est aussi se relever, se rebondir grâce à l'apprentissage, l'adaptation, l'innovation, notamment tout ce qui est la préparation de la post-crise, le Build Back Better et compagnie. Voilà, et pour évoluer vers un nouvel état qui préserve les fonctionnalités et le développement. Et plus on fait de résilience structurelle, je dirais, mieux on sera préparé aussi à diminuer les effets de la vulnérabilité, et qu'on aura besoin de résilience organisationnelle, mais on aura toujours besoin de résilience organisationnelle parce que, je dirais, la crise, il y a des gens qui pensent que ça n'arrivera jamais, mais ça arrive. Et ça arrive malheureusement assez fréquemment sur différents niveaux. Alors, nous, ce que nous faisons, comme je vous l'ai dit, on informe, on a des veilles, on forme les praticiens à la résilience organisationnelle, on reconnaît des actions de résilience par des labels, par des certifications pour les collectivités, les entreprises et même les individus, puisque nous avons des certifications en gestion de crise. Et on est un lieu de réflexion, d'échange et de réseau entre l'État, les collectivités, les entreprises, notamment les grandes entreprises, et les experts. Voilà. Donc je vais laisser la parole maintenant à Claire, qui va vous présenter ce que nous faisons en termes de labels avant que deux villes donnent leur témoignage. Merci Christian, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc le label Résilience France Collectivité, c'est un label qui a été créé par le Haut Comité il y a une quinzaine d'années. Il était anciennement connu sous le nom de Pavillon Orange. Et en fait, il vise à valoriser et à récompenser les villes et les intercommunalités qui vont agir en matière de résilience, notamment en matière de sauvegarde des populations, de prévention, de préparation, de gestion des crises et également de post-crise. Donc là, vous avez en photo quelques-unes de nos villes labellisées cette année. Comment le label fonctionne? Donc, en fait, c'est une auto-évaluation que les responsables dans les communes vont remplir et on va regarder en fait la résilience selon cette dizaine d'axes qui est exposée à l'écran. Vous les retrouverez également sur notre site internet, sur le site du label. Donc, on va d'abord venir voir ce que la commune fait en matière d'analyse des risques, en fait, d'identification de ses vulnérabilités. Ensuite, on va regarder si cette commune les analyse en détail, donc en regardant, en évaluant les impacts par rapport aux enjeux, en regardant la probabilité, et donc en mettant ensuite en place des plans de traitement de ces risques, notamment comme les plans de prévention et de réduction que l'on connaît, type PPRN par exemple, ou PPRI, et PPRT. Et après, on vient regarder la planification
Donc, dans la planification, vous allez retrouver le PCS, par exemple, le plan communal de sauvegarde. On regarde également si la commune anticipe en fait, le maximum de mesures qu'elle peut mettre en place avant la crise. Et après, on va venir évaluer comment la commune répond opérationnellement face à un événement majeur. Donc là, vous allez retrouver tout ce qui est dans la réponse opérationnelle, donc les équipements, l'organisation des opérations, etc. Et puis, on regarde aussi la post-crise avec tout ce qui est continuité d'activité, donc notamment les PCA, les plans de continuité d'activité, les RETEX, et puis tout ce qui est sur le long terme, la reconstruction et la restauration. Et ensuite, un dernier point qui est très très important aussi dans ce label, c'est l'information auprès des populations et l'implication des citoyens, ce qu'aujourd'hui on appelle la culture du risque. En fait, donc on vient également en fait questionner les communes et les évaluer sur ce point-là, voir comment elles impliquent en fait leur population, par exemple dans les exercices que j'ai oublié de mentionner, qui sont aussi un des axes majeurs de cette évaluation. Voilà. Donc à présent, je vais donner la parole donc à 2 de nos villes qui ont été labellisées cette année, donc Niort et Cannes. Et voilà, d'abord Cannes. Merci. Merci beaucoup. Je vais me permettre juste de me mettre debout parce que c'est pas très agréable de parler assis. Et je vais vous piquer la petite zapette pour poursuivre. Donc bonjour à tous. Merci en tout cas au comité français pour la résilience de nous avoir invités. Donc au nom de David Lisnard, le maire de Cannes, qui est très proactif sur la question des risques majeurs. Donc moi je suis élu sur les questions des risques majeurs. Donc on a une direction à Cannes, vous allez le voir. Il faut savoir que la ville de Cannes est touchée par tous les risques majeurs qu'on peut connaître aujourd'hui. On en a que 2 pour le moment sur lesquels on n'est pas touché. C'est le risque avalanche et volcanique, donc je pense que dans les prochaines années, on est à peu près tranquille. Mais par contre, on a tous les autres, ce qui représente 13 risques majeurs. Donc c'est colossal, c'est très important, et je dirais même qu'il y en a un 14e que j'ai demandé à ajouter l'an prochain, c'est le risque cyber, qui peut aussi paralyser une ville comme une inondation, comme un feu de forêt. Et on est en train de bosser dessus, là, donc c'est un peu notre projet pour 2025. Vous voyez d'ailleurs qu'ils sont classifiés donc, en différents risques, le risque naturel, les risques technologiques et les autres risques. Il y a des risques sur lesquels on est un peu plus impacté, le risque inondation, je pense que vous avez tous vu dans l'actualité. Donc voilà, on pense d'ailleurs à nos amis espagnols. On peut avoir une pensée pour eux parce qu'ils ont eu quand même plus de 200 victimes. C'est tragique. En 2015, on a vécu la même chose à Cannes. Dans le quartier République, qui est un quartier central, on avait l'équivalent de 1000 piscines olympiques qui étaient versées toutes les 8 secondes, pendant 2 heures. Donc parfois, quand vous étendez les discours, vous savez à la télé, oui, mais bon, il n'y avait pas d'alerte. On est quand même dans un quartier où on prenait toutes les 8 secondes l'équivalent de 1000 piscines olympiques. C'est énorme, c'est en millions de mètres cubes par seconde. Et on a eu 15 victimes, donc on a aussi été touché par ça. Donc David Lisnard, quand il a été élu maire de Cannes pour son premier mandat, donc en 2014, c'était un an avant ces événements-là, il avait déjà créé ce qu'on appelle une délégation au risque majeur. Donc c'était quelque chose qu'il avait pris en compte en mettant des premières mesures. Et en 2019, on est allé plus loin et on a créé cette fois une direction des risques majeurs. Donc une direction, c'est avec un directeur des services. Donc on a à peu près 5 personnes qui travaillent à temps plein sur les risques majeurs. C'est un budget qui se rapproche à peu près des 100 000 € par an en budget de fonctionnement. Donc on met vraiment le paquet sur ces thématiques-là. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler aussi du risque tsunami, sur lequel on a été labellisé, et d'autres. Donc je vais passer les slides, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Les vagues submersion, alors je sais que la Méditerranée est plus calme que l'Atlantique, mais parfois quand elle s'y met, je peux vous dire que ça fait des dégâts, et des dégâts aussi matériels, parce qu'on parle toujours du bilan humain qui est terrible, mais il y a aussi des fois des dégâts matériels. On a des plages privées qui payent des concessions, et puis se retrouvent avec à devoir tout reconstruire, donc bon, c'est important. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, d'abord la délégation, puis la direction des risques majeurs en 2019. D'accord, donc ça c'est ce que j'ai dit sur la slide avant. La politique, elle se décompose en plusieurs phases à Cannes. Il y a d'abord la prévention, c'est tout ce qu'on va faire en amont des événements, prévenir le risque, prévenir la population. Ça passe avant tout aussi par acculturer la population. Mes collègues tout à l'heure du Haut Comité parlaient de la culture du risque. En France, on a mis très longtemps à prendre en compte la culture du risque. On l'a vu après les attentats, forcément. Moi, j'étais gendarme avant dans le contrebande. Après les attentats, il y a eu une prise de conscience. Nous, à Cannes, après 2015, forcément, il y a eu une prise de conscience. Et dès qu'on voit des événements tragiques comme à Valence, les gens percutent un petit peu. Donc évidemment, il faut prévenir. Donc on sensibilise. On a déjà sensibilisé plus de 1000 jeunes, à la fois sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire. Donc on commence dès le plus jeune âge. D'ailleurs, vous voyez sur les photos qui sont des deux côtés, donc il y a le DICRIM, vous savez, c'est le document communal qui regroupe tous les risques majeurs, qui vous dit quoi faire, comment faire, comprendre le risque.
On en a créé un pour les jeunes, donc c'est comme une bande dessinée qui permet aux gamins d'avoir un truc un peu plus ludique, mais de comprendre. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit, parce que je suis pas très vieux non plus, mais le risque, par exemple, séisme, on nous apprenait à nous planquer sous les tables. Et maintenant, même 20 ans après, demain il y a un séisme, je pense qu'on a tous été forgés à ça, qu'on n'a même plus besoin de réfléchir. Et la culture des risques, c'est ça, c'est ne plus réfléchir aux actes réflexes quand il y a un pépin. Donc en tout cas, on a aussi des bénévoles sur le terrain qui vont former les citoyens, notamment quand on fait des exercices nationaux, départementaux ou communaux, qui viennent donc parler aux habitants, aux touristes. Cannes, c'est maintenant la première ville de congrès en France, devant Paris, qui passait devant Paris. Et évidemment, vous avez des congressistes qui sont internationaux, qui ne parlent pas français, qui viennent de pays du monde où ils n'ont pas forcément ces problématiques-là. Donc il faut aussi se mettre à ce niveau-là. Je passe plus vite parce que sinon je vais me faire gronder derrière sur le... Donc il y a aussi la préparation et l'anticipation. Ça, c'est plutôt quand on est au courant d'un événement. Il y a des événements qui sont totalement imprévisibles. Le risque terroriste, alors ils sont prévisibles par les services de renseignement, mais je veux dire, quand on arrive à l'acte, il est souvent trop tard. Et là, on est dans la réaction. On a de la chance aujourd'hui d'avoir quand même des outils à la fois d'intelligence artificielle, des outils numériques qui nous permettent notamment de prévenir les risques de pluie. Je parle par exemple des vigilances Météo France. Nous, on a nos propres outils en interne. On a inauguré donc, il y a 2 ans un PCC, donc c'est un poste de commandement communal. Si vous êtes en promenade à Cannes, je vous inviterai à le visiter avec grand plaisir. On le partage, on le fait visiter. C'est la photo centrale. Donc c'est une grande pièce qui nous permet d'avoir tous les écrans de la ville de Cannes et donc de nous permettre d'activer une cellule composée à la fois de la direction des risques majeurs, les pompiers, la police municipale, nationale, le cabinet du maire, et pour mieux gérer les crises. Donc dès qu'on sait qu'il y a des événements climatiques, d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des alertes oranges, on est obligé d'activer le PC, on n'a pas le choix. Des fois, alors c'est aussi ça qui est très dur dans le risque et dans la prévention, c'est que dans les alertes, des fois vous lancez pas l'alerte et puis il y a un pépin derrière. Je parle de la dernière alerte jaune là où le Météo France nous dit que c'est pas très grave. Derrière, c'est assez grave, donc on n'ouvre pas le PC. Et après, on prend 3 vigilances orange derrière, on active, on alerte la population, le préfet ferme les écoles et il se passe rien. Et là, les gens nous disent, purée, vous êtes pénible. Donc il faut être très vigilant sur ce point-là pour à la fois pas en faire trop et à la fois pas non plus en passer à côté d'événements dramatiques. Je continue. Point primordial, évidemment, dans toute gestion de crise, c'est la communication. Si on ne communique pas auprès de la population, c'est foutu. Vous pouvez avoir la meilleure direction des risques majeurs, les labels d'excellence remis par le haut comité et autres distinctions. Il faut prévenir la population. Vous avez une première partie, évidemment, qui dépend de l'État. Donc l'État, notamment sur les thématiques de sécurité, c'est du régalien, donc ça dépend des services de l'État. Mais on l'a bien vu que si les villes ne s'auto-immunisent pas contre les risques majeurs, ça se passe pas bien. Je prends le cas du risque pandémique. Quand on avait besoin de masques avec le Covid, si les villes n'avaient pas fait le boulot, on n'avait rien du tout. Franchement, sur ce point-là, et c'est pas pour critiquer l'État, il y a des bonnes et des mauvaises choses, mais on s'est débrouillé tout seul. Donc on a besoin de se débrouiller tout seul. Donc il y a quand même par contre des choses qui marchent bien, il faut le dire. Donc évidemment, les sirènes qui sonnent, vous savez, c'est le mercredi matin, quand on entend les sirènes, c'est pour l'exercice, mais c'est très utile en cas de crise. Il y a le dispositif FR Alert, ça c'est génial. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. On l'a fait plusieurs exercices à Cannes. C'est un son qui va sonner sur votre téléphone et prendre tout. C'est un peu traumatisant parce que ça ne ressemble pas aux notifications dont on a l'habitude d'avoir. C'est très strident. Enfin, on ne peut pas le rater. Si vous faites une sieste à ce moment-là, vous faites un petit malaise, je pense. Mais en tout cas, c'est très efficace. Et en plus, il est très précis. Je prends le cas où on l'a utilisé la dernière fois pour un exercice de tsunami. On a pu le limiter dans une bande du littoral de 5 mètres. Alerter uniquement les gens qui étaient entre le littoral et les 5 mètres derrière le littoral. Donc c'est extrêmement précis. On a encore un peu de travail à faire avec certains opérateurs qui sont moins performants, mais on avance bien dessus. Nous, ce qu'on a fait par contre à Cannes, donc la ville de Cannes, 383 haut-parleurs. On est la ville de France avec le plus de haut-parleurs. À la fois avec des messages qui sont préenregistrés sur le risque de tsunami, sur le risque d'inondation, mais on peut aussi prendre la main par secteur, par haut-parleur. Vraiment, tout est modulable, à la fois donc, du PC communal qui est activé en cas de crise et à la fois donc, du centre de protection urbain avec la police municipale. Donc très important. Ensuite, on a une plateforme Cannes Alert qui se complète avec le FR Alert. Donc c'est des gens qui se sont inscrits sur notre plateforme. Cannes, c'est 75 000 habitants. On a 50 000 personnes qui sont inscrites. Donc dès qu'il y a une alerte, on envoie SMS et vous savez les appels automatiques là. Et si vous décrochez pas, ça laisse un message vocal qui permet d'alerter la population. Et évidemment, les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont soit sur X, soit sur Facebook, soit sur Instagram, plus les réseaux sociaux, par exemple du maire ou des élus. Je remercie d'ailleurs Emma Véran qui est élue avec moi à Cannes, qui est présente. Donc on est nous aussi des relais, ou même nos directions sont des relais pour partager tout ça.
Alors évidemment, bon, là j'en ai parlé en préambule, le risque inondation c'est celui qui nous traumatise le plus par rapport à 2015, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a fait énormément de choses à Cannes, notamment je parle des critiques qu'on a eues dernièrement d'une certaine ministre. C'est quand même 145 millions d'euros d'investissement par l'agglomération. Et vous voyez, donc là, quand on nous parle de bétonisation dans certaines villes, et là je parle aussi sous le contrôle de l'adjointe à l'urbanisme, ben, vous voyez, avant travaux, après travaux, on débétonise et on agrandit les cours d'eau. Parce que vous savez, quand il y a des inondations, il y a à la fois la pluie, mais il y a aussi les crues des vallons qui débordent. Et quand ça déborde, ça crée des inondations. Donc on a agrandi les cours d'eau et on a vraiment un travail proactif, cette fois avec l'agglomération, puisque c'est une délégation de l'agglomération Cannes-Pays de Reims. J'accélère, je ne suis pas trop en retard. J'ai 1 minute. Bon, j'ai encore plein, donc je vais très très vite alors. Je vous présente 2 choses. Cannes survit. Alors c'est pas le prochain Koh-Lanta, rassurez-vous, même si ça serait sympa à Cannes. C'est un sujet qui est très sérieux. Qui parfois peut inquiéter parce que les gens nous disent mais attendez, Cannes survit, vous êtes en train de prévoir des crises très graves. On l'a vu avec le Covid, une pandémie mondiale qui a arrêté le pays, qui a arrêté le monde entier économiquement, qui a rendu les hôpitaux surfréquentés. Donc on a décidé, évidemment, vous avez vu qu'il y a une guerre en Ukraine, au port de l'Europe. On a des sujets qui nous inquiètent. Donc on a investi une partie de nos moyens pour justement avec 2 solutions. Alors je vais la dire en version, chaque fois j'arrive pas à la prononcer, donc 2 usines qui donc dessalent l'eau. J'arrive pas à lire le mot désalinisation, chaque fois je me trompe. Donc qui font 700 litres à l'heure. C'est Karcher qui fait ça. C'est un super produit. En cas de crise, ça nous permet de pondre 700 litres à l'heure. On l'a testé pendant la conférence de presse dans le port de Cannes. Autant vous dire que si notre eau est très propre en Méditerranée et à Cannes sur nos plages, dans le port c'est moins le cas et elle sort potable à l'issue. Voilà aussi des combinaisons NRBC. Et si Safety Case, ça c'est une bulle. Alors c'est la boîte orange que vous voyez. Ça a été créé par Orange. C'est la première en France. Et c'est une bulle qui permet de faire de la Wi-Fi dans un rayon assez proximité, notamment quand en cas de grave crise, vous n'avez plus accès à rien du tout. Et je vais terminer juste sur un dernier point, parce qu'avant de me faire gronder, donc la réserve communale, on a 100 personnes, 100 bénévoles. Ils nous aident évidemment à faire tout ce qu'on fait. Et sur le tsunami, je voudrais juste terminer là-dessus, si vous me permettez de conclure sur le risque de tsunami. Alors pareil, ça peut prêter à sourire. L'UNESCO, parce que c'est un travail qu'on a fait en partenariat avec l'UNESCO, prévoit que dans les 30 prochaines années, on ait 100% de chance en Méditerranée d'être touché par un tsunami. Ça peut être à Cannes, ça peut être ailleurs. Sachant que si le séisme se produit au nord de l'Italie, on a 1 demi-heure pour réagir. Donc en gros, on n'a pas beaucoup de temps. Et si c'est plutôt au Maghreb, on a plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Et là, on peut réagir. Donc on a mis en place une vraie politique avec l'UNESCO. À la fois avec des signalétiques que vous voyez sur les panneaux, dans le sol, un peu comme les parcours Ici commence la mer ou les parcours de sport. Et qui permet donc à tous les habitants, les canois, mais aussi les touristes, en cas d'alerte avec les haut-parleurs dont je vous parlais tout à l'heure, d'évacuer et d'aller prendre le large à 200 mètres ou en hauteur. Et donc on a été la première ville de toute la Méditerranée, je ne parle pas que de France, de toute la Méditerranée à avoir été labellisée Tsunami Ready. Et j'invite toutes les villes qui sont là à se rapprocher de l'UNESCO. Je pourrais vous donner les contacts pour se faire labelliser, travailler là-dessus. C'est très enrichissant, voilà, donc le label. Et les villes qui nous ont suivis, donc on a, alors de l'autre côté, ouais, Alexandrie, la Turquie, l'Espagne, petit à petit, des villes nous rejoignent. Et je suis presque dans le timing à quelques minutes près. Merci de votre attention en tout cas et voilà, merci à tous. Merci. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Moi je suis donc Laurent Audet. En fait je suis officier sapeur-pompier et je suis actuellement directeur des risques majeurs à la ville de Niort. Niort et son agglomération. Niort un peu plus petit que Cannes avec des risques différents. On a aussi 12 risques répertoriés. Donc ça veut dire qu'on soit au bord de la Méditerranée ou dans le marais Poitevin, on a des risques, même si on n'a pas effectivement le nucléaire. Et puis le nucléaire si, mais le volcanique et le feu de forêt où on est quand même moins impacté que chez vous. La démarche, simplement, je vous présente la ville. J'ai mis quelques risques qui sont majeurs. Pour nous, c'est le risque inondation, le risque industriel et le risque rupture de barrage. Le risque rupture de barrage étant celui quand même qui est avec la cinétique la plus rapide, puisqu'en 5 heures, si on a une rupture de barrage et on a une lame d'eau de 6 mètres qui arrive dans le centre-ville. Et là, la gestion, elle n'est pas la même, que ce soit la journée ou la nuit, par exemple. Et ce qui fait qu'on a des process qui sont aussi différents. Simplement, ma direction, donc moi je suis aussi directeur, j'ai une équipe avec moi, on est composé de 9 agents avec le service communal d'hygiène et de santé. Je vous ai mis cette petite fresque là pour vous expliquer que ça ne s'est pas construit en un jour, la démarche. Et on est sur un territoire sur Niort qui est en interface avec les assurances. Et je pense que ça a aidé au développement et à la prévention des risques
parce que très rapidement, on a été sensibilisé sur les évolutions notamment climatiques et leur impact en termes d'assurabilité, ce qui est un problème aujourd'hui d'ailleurs pour les collectivités. Donc je ne vais pas vous faire l'historique, mais pour vous dire que dès 2018, on a obtenu le label qui vous évoquait tout à l'heure, Claire, du Haut Comité français de la résilience, qui nous a permis de progresser. On avait en 2020 la deuxième version du PCS, c'est-à-dire qu'on avait commencé à faire les PCS alors qu'ils n'étaient même pas encore obligatoires. Et on a quand même construit comme ça une direction. Aujourd'hui, on a créé un DICRIM numérique qui est aussi une innovation. Et on est en train de mettre en place les PCS sur l'ensemble de l'agglomération et les PICS. Voilà, donc le plan intercommunal de sauvegarde, conformément à la loi Matras. On a également, simplement en 2022, on a beaucoup travaillé aussi sur des scénarios. Voilà, en termes de, tout à l'heure, on vous parlait de l'organisation de gestion de crise et donc en termes de prévision et d'organisation de gestion de crise. Cette diapo, elle m'a semblé intéressante de vous la faire partager. C'est la démarche globale que l'on a. Donc vous avez la ville de Niort au milieu avec son plan communal de sauvegarde. 3 parties, une partie qui est le service dédié ma direction avec le poste de commandement comme il existe aussi à Cannes, c'est similaire en tout point, des moyens logistiques avec un centre d'hébergement et puis de la main d'œuvre avec nous on a choisi d'avoir une équipe de soutien de sécurité civile, pas une réserve communale, on en discutait au préalable, mais par rapport à la ville de Cannes, ce sont nos propres agents qui sont alertés par SMS et qui viennent renforcer les moyens de la collectivité. J'aurai une slide tout à l'heure sur cette partie-là. On a également de la formation des cadres et également des élus, voilà, qui font partie de la gestion de crise, puisqu'on a des élus d'astreinte tous les permanences qui sont d'astreinte tous les jours. Le DICRIM, l'information, les moyens d'alerte également comme le SAIP avec des sirènes, mais également des haut-parleurs. On n'a pas de système vocaux qui maillent la ville. Très intéressant, surtout, c'est la partie audit, c'est comment on a progressé. Et là, je mets en avant le travail du label Résilience, puisque ce label qui vous a été présenté tout à l'heure, il nous a vraiment permis d'identifier nos failles et de se dire où est-ce qu'on pouvait s'améliorer. Donc je pense, quelle que soit la taille de la commune, c'est bien de se faire évaluer, de se faire auditer et d'identifier comment progresser. Et petit à petit, comme ça, on a cherché à voir quelles étaient nos vulnérabilités et comment les renforcer. Sachant que le label, dans le même temps, c'est également lui-même renforcé, c'est largement complété et on se challenge à chaque fois au travers de ce label. Et on a cette démarche d'amélioration continue avec cet audit externe par le RETEX, par le label Résilience France, par la convention qu'on a avec le SDIS également localement, par l'audit interne, ce que l'on fait, on fait des RETEX sur chaque intervention que l'on rencontre, sur une évaluation de nos objectifs et puis comme ça on essaye de progresser. J'accélère. Ça, aujourd'hui, c'est ma direction avec le service communal d'hygiène et de santé, mais on évalue avec des indicateurs. On a notre tableau de bord et vous la voyez sur la partie plutôt en bas à droite, l'évaluation sur la fonction risque majeur avec un élu dédié où on a des critères d'évaluation nous permettant de progresser. Notre montée en puissance, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a une réponse opérationnelle quotidienne de 10 à 30 agents entre des personnels d'astreinte plus les personnels permanents. Et lorsque nos moyens commencent à être dépassés, nos moyens courants, je dirais, on fait appel à cette équipe de citoyennes qui permet de monter à 100 agents. Et dans un deuxième temps, on a une convention avec le SDIS qui permet d'avoir les anciens du SDIS ou des plus jeunes qui ne sont pas encore pompiers volontaires et qui viennent s'insérer dans notre organisation de gestion de crise. Donc on est en capacité de monter dans un délai de 2 heures à peu près 100 agents qui viennent en soutien à la gestion de crise. Le nouvel échelon qu'on va avoir en place, ça va être au travers des plans intercommunaux de sauvegarde où on va bénéficier des moyens de chaque commune, où on va mutualiser cette ressource humaine à l'échelon de l'agglomération. Les scénarios de crise, alors ça par exemple, je vous mets juste une slide, mais pour vous dire qu'on a décomposé une vigilance orange, je vous disais tout à l'heure, une vigilance orange par Météo France, parfois il ne se passe rien. Nous, sur le scénario inondation, eh bien, la vigilance orange avant, si on la déclenchait à chaque fois, ça pouvait aller de 3 maisons inondées jusqu'à 350 maisons inondées pour un scénario orange en fonction de la montée de la Sèvre, de Vigicru. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose lorsqu'on a 3 maisons qui sont toujours les mêmes, qui sont inondées où les personnes ont l'habitude, que de 350 habitations. Donc on a décomposé ces scénarios pour avoir une vision plus précise et pour avoir une forme d'expertise aujourd'hui sur le risque et être en capacité d'apporter une information plus précise à la population, sur la conduite à tenir notamment. Bon voilà, je passe, hein, ça c'est les modélisations qu'on a. Une organisation de gestion de crise, alors je viens, mon collègue est élu et gendarme, je viens du milieu sécurité civile, une organisation de gestion de crise adaptée à la méthode de raisonnement tactique et opérationnel
Je vous encourage, si vous pouvez, dans vos collectivités, à avoir quand même des experts du risque, parce que c'est pas dans l'ADN des collectivités de leur gestion quotidienne d'avoir cette culture-là. Donc à un moment donné, il faut savoir s'insérer dans un dispositif entre la préfecture et les différents services qui concourent aux missions de sauvegarde et de secours. Notre PC, alors à droite le PC normal, je dirais, voilà, en temps utile tel qu'il est déclenché, on ne voit pas l'écran qui est à l'endroit où on a pris la photo, mais aussi un PC de repli. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, si ce PC-là qui est situé à l'hôtel de ville lui-même peut être pris en tenaille, je dirais, ou dans les sérails de la gestion de crise. On a connu ça avec les bassines, par exemple, hein, les mouvements des bassines sur le Niortais. Et on a un PC de repli. Voilà, donc ça aussi, c'est important d'y penser. Ce que vous voyez ici, où il y a marqué stockage d'urgence, ça permet d'armer un gymnase en 2 heures. C'est-à-dire qu'on me dit à partir de maintenant, on a 100 personnes à héberger. On le fait sur un gymnase en 2 heures. J'ai un camion qui vient, qui charge ce module-là et qui le met sur un gymnase. Tous nos gymnases, hop là, je ne sais pas si c'est la diapo d'avant, sont identifiés. Ouais, peut-être celui-là, voilà. Tous nos gymnases sont identifiés, de savoir si on peut avoir de l'alimentation facilement, les douches, la capacité à recevoir, etc. On vient avec un plan et sur celui-ci, alors je vais un peu monter ce que je dis 100 personnes, là c'est 98 lits, voilà, avec un coin bébé, une pharmacie, une évacuation, etc. Et donc nos agents ont le challenge de le mettre en place en 2 heures. Et voilà, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est top chrono et on leur dit, vous devez équiper le gymnase. Et là, on a les agents, vous voyez, ils ont un petit peu chaud parfois, mais qui montent les lits et avec le plan à côté pour savoir exactement comment ça se passe. Voilà, c'était pour vous illustrer concrètement ce que c'est qu'un centre d'hébergement à mettre en place. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent, merci Antoine. Donc je pense que ces 2 exemples vous donnent le fait que le travail de résilience, c'est un travail permanent. On ne peut pas dire on n'est jamais prêt, mais on doit toujours être prêt. C'est ça le sujet. Et donc c'est un effort permanent. Il ne faut pas avoir peur de s'y lancer. Il faut le faire. Nous, on a un label avec des étoiles exprès pour, comme on dit, challenger et faire progresser les collectivités. Ce label, on refait les questions, on fait 10% ou 15% de questions chaque année pour que, voilà, et tous les 2 ans, parce avant on faisait tous les ans, maintenant on fait tous les 2 ans parce que ça me semble plus réaliste comme timing, les communes sont obligées de le repasser pour être bien sûr que, voilà. Donc il y a un gros travail là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, notre stand est juste derrière, juste en face Samsung, là. Et puis je voulais également vous indiquer que nous faisons un événement tout à fait extraordinaire en avril prochain. On fait un bootcamp résilience qui va durer 10 jours pour former les cadres qui veulent se spécialiser en gestion de crise à haut niveau, avec 36 heures sur le terrain, dans le camp des Garrigues, avec les armées, la gendarmerie, la sécurité civile, le SAMU. Voilà, on aura beaucoup de choses et il y aura beaucoup de formations sur tous les angles et tous les aspects de la résilience organisationnelle dans cette formation qui sera du 8 au 18 avril. Si vous voulez en savoir plus, venez sur notre stand. Si vous voulez en savoir plus sur le label également, Claire. Alors ce soir, nous nous éclipserons à 5 heures parce que nous remettons dans un autre lieu tous les labels de l'année à un certain nombre de communes. Mais nous serons là demain, donc il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à 5 heures, vous pouvez librement passer sur notre stand qui est juste derrière. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à plus tard. Merci à vous deux en tout cas.